Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde tout près de la clôture du Salon du livre de Montréal en présentiel. Donc, ça s'appelle la maternité, ce grand éventail de possibilités. Avant de présenter les trois autrices ici présentes, je vais me présenter moi pour que vous sachiez qui je suis à la base. Donc, je m'appelle Josiane Cossette. Je suis, entre autres, rédactrice, membre du comité de rédaction de Lettres québécoises et je suis aussi collaboratrice invitée au Devoir dans la section idées. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour piloter cette table ronde dont le sujet est très riche, en compagnie d'autrices dont les positions sont très différentes les unes des autres. Donc, ça s'annonce très, très intéressant. Je vais vous les présenter tout de suite. Catherine Voyer-Léger, vous êtes essayiste. Vous avez publié Métiers critiques, un essai sur l'état de la critique culturelle au Québec, et Prendre corps, un recueil de micro-récits qui vous a valu en 2019 le prix littéraire Jacques Poirier-Outaouais et une foule d'autres livres que je ne nommerai pas ici. Vous collaborez à plusieurs projets collectifs, à certaines revues. Vous êtes très active sur les médias sociaux. Donc, j'avoue, même dans mes questions, des fois, je ne sais même plus si je vais être dans le livre ou sur certaines, certaines réflexions que vous avez partagées ailleurs. Vous êtes une mère monoparentale, femme de cœur de tête, directrice générale du Conseil québécois du théâtre et vous êtes autour de cette table aujourd'hui pour nous parler de Noué, donc qui est un recueil de textes articulés autour de trois souvenirs, qui est un roman en fait, dont la rencontre avec votre fille et la cure de désintoxication de votre mère. Bonjour Catherine et bienvenue. Salut Josiane! Véronique Cyr, vous êtes poète. Vous êtes aussi tutrice au collégial. Vous avez publié 5 recueils chez Poète de Brousse et Les Herbes Rouges. Vous avez remporté le prix de poésie Félix-Antoine Savard pour une suite parue dans Estuaire en 2020, suite qui était un extrait de La jeune fille des négatifs pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Jeune fille des négatifs, qui est un premier récit qui a émané, disons, de votre hospitalisation pour grossesse à risque et qui, habilement, à partir d'un fil rouge qui émerge tout doucement, va se dérouler tout un discours et plein de souvenirs relatifs à la violence qui est faite au corps et aux voix des femmes. Bienvenue parmi nous, Véronique. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Lucie Joubert, vous êtes directrice de l'Observatoire de l'humour de Montréal. Vous avez publié 3 essais, dont 2 sur l'humour des femmes et un très récemment sur les femmes en improvisation. Oui, absolument. Vous êtes co-autrice d'un recueil de chroniques, mine de rien, Chroniques insolentes, avec Isabelle Boisclair et Laurie Saint-Martin, qui est paru aux éditions du Remue-Ménage. Et vous êtes ici pour votre essai L'envers du landau, qui est paru chez Alias. C'est une réédition augmentée, paru à l'origine en 2010. Et dans cet essai-là, bien, vous remettez en question le discours pro-nataliste qui semble courir dans toutes les sphères de la société et vous revendiquez la non-maternité comme un choix aussi valable, plein et entier que la maternité. Bonjour, Lucie Joubert. Donc, la maternité, un thème qui est très exploité dans la littérature, que ce soit la fiction ou l'essai ou même la poésie. Pendant très longtemps, on l'a présenté comme un idéal. Tranquillement, les discours changent. Il y a quand même certaines injonctions encore aujourd'hui qui subsistent. Donc, on va se questionner à savoir quelle liberté les mères d'aujourd'hui peuvent-elles se permettre, contre quelle pression sociale est-ce qu'on se bat encore si on choisit de vivre notre maternité différemment, en contrôle de notre corps. J'ajouterai dans un contexte de surinformation. Donc, l'instinct maternel, déjà, on peut le questionner, mais à une ère où on peut savoir tout sur les micro-événements relatifs à la grossesse, à la maternité, comment est-ce que ça se vit aujourd'hui? Allons-y tout de suite avec une première question.
On parle de naissance. Vous faites même ce parallèle-là dans votre livre, Lucie Joubert. Donc, la naissance d'un livre versus la naissance d'un corps qu'on expulse ou qu'on se fait, n'est-ce pas, extraire du corps. Donc, comment est-ce que chacun de vos livres a pris naissance? Catherine, commençons avec vous. Oui, c'est une commande, donc je ne sais pas comment on pourrait filer la métaphore avec la grossesse, mais c'est sûr que c'est très différent d'écrire. Moi, j'écris, on me fait beaucoup de commandes, là, c'est un beau privilège d'écrivaine, mais je n'accepte que si la réponse est immédiate. Donc, si en moi, je sens tout de suite qu'il y a un terreau pour ça. La collection 3, c'est une collection qui se base sur les souvenirs. Moi, la mémoire, c'est très important dans mon processus d'écriture. Donc, j'ai tout de suite dit oui, mais ça ne devait pas du tout porter sur la maternité au départ. On s'était vraiment aligné sur autre chose. Puis, ça ne fonctionnait pas, ce que j'essayais d'écrire. Et les premières pages du livre, elles étaient déjà écrites. J'avais dans ma tête l'idée qu'un jour, j'allais écrire sur le processus d'adoption que j'ai vécu avec ma fille. Donc, j'avais écrit ces premières pages-là en les laissant là. Et je les ai ressorties. Et donc, assez rapidement, l'idée des 3 souvenirs est venue. Puis là, j'ai trouvé mon fil conducteur qui, dans mon cas, était la question de la culpabilité, en fait. Donc, la culpabilité qui est un sentiment très important dans ma vie. Je pense un sentiment très important dans la vie de plusieurs personnes, mais de plusieurs femmes. Là, je vais parler de cette culpabilité-là en particulier. Et mon sentiment, plus j'écrivais, c'était qu'entre autres, dans le rapport mère-fille, on dirait que chez beaucoup de personnes, en tout cas, la culpabilité est présente, et chez l'une et chez l'autre, dans une espèce d'amoncellement de relations, de tissage, qui fait qu'on est à la fois dans un attachement très fort, mais aussi dans un étouffement potentiel qui est parfois très grand, là. Donc, je ne dis pas que c'est universel, mais depuis que le livre est sorti, je reçois assez de courriels et de confessions pour constater quand même que c'est un motif qui semble parler à beaucoup de monde. Merci. Véronique, pour vous. Oui, bien, moi aussi, à la base, c'était une commande. C'était une invitation de la revue Estuaire qui m'invitait à écrire sur le thème très général de la magie. Là, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais bien écrire sur ce thème? Et j'ai pensé à la phrase « Mon fils est né comme par magie ». Et là, j'ai voulu un peu raconter la scène de l'accouchement qui était loin de ce que vous nommez dans votre essai, le mythe de la maternité flamboyante, n'y était pas. C'était un cauchemar, en quelque sorte. Donc, j'ai écrit une suite de poèmes à partir un peu de mes souvenirs fragmentés de cet épisode de césarienne d'urgence. Ça a donné une suite de poèmes qui est parue en 2018, et puis, en 2019, pardon. Et par la suite, les textes ont commencé à se déployer tranquillement. J'ai imaginé un journal d'hospitalisation. Donc, oui, mon livre, c'est un récit de soi, mais il n'y a rien qui a été écrit dans l'événementiel du moment. Ça s'est tout écrit par la suite. Voilà. Un journal qui nous leurre, là, je vous le dis. Bien sûr, quand on le lit, on se dit c'est impossible d'être dans cet état-là et d'écrire tout ça depuis notre lit d'hôpital. Puis en même temps, c'est tellement habile, comme si la reconstitution des souvenirs et la projection de l'écriture dans cet espace-là que vous avez déjà occupé, c'est très... on croit vraiment au présent du récit. En tout cas, je vous recommande tous les livres, d'ailleurs. Là, je vais arrêter de le dire. Là. Mettons un point à la ligne. J'ai aussi immensément de plaisir. Ce sont des œuvres qui viennent nous chercher chacune à leur manière. Donc, Lucie Joubert, vous, dans le fond, vous dites que la certitude de la non-maternité, vous l'avez toujours eue, d'aussi loin que vous vous souvenez. Mais pourquoi un jour, là, ce jour-là, décider de l'écrire?
Ce qui a déclenché ma réflexion, c'est une phrase que j'ai dite moi-même au sujet d'une femme qui était décédée puis elle n'avait pas d'enfant. Et j'ai dit, ah ben c'est moins pire, hein? Elle n'avait pas d'enfant, donc son décès était moins important. Et là, je me suis regardée dans le miroir sémantique, mais je me suis dit, je n'ai pas d'enfant, ça veut dire que si je disparais, c'est moins grave. Alors, comment se fait-il que moi, ça serait moins grave que je disparaisse? Alors, toute la question de la réflexion sur l'importance qu'on accorde à la maternité chez les femmes, évidemment, plus que chez les hommes, c'est autre chose, on pourra en débattre, mais ça m'est venu de cette phrase-là. En m'entendant parler, je me suis dit, c'est intéressant, je reproduis un des poncifs qui garde la femme qui décide de ne pas avoir d'enfant dans une sphère qui est moins valorisée, moins valorisante. Tout est parti de là, et là, j'ai regardé attentivement c'est ce qui se passait autour de moi, en fonction, bien sûr, de ma petite perspective personnelle, c'est-à-dire la femme qui choisit de ne pas avoir d'enfant, ce qui est très important, parce qu'ici, on parle de maternité, on parle d'adoption, mais il y a aussi les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui n'en ont pas par circonstances de vie. Et moi, mon essai, je pense qu'il y a beaucoup d'empathie pour ces femmes-là, mais ça me tentait de faire ma langue sale et d'expliquer ce que ça voulait dire de choisir de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est encore un choix qui est très critiqué par la société. Malgré toutes les avancées, c'est quand même une option qui n'est pas du tout valorisée. C'est intéressant, Lucie, je n'avais pas fait le parallèle, mais je le nomme ça dans Noué que, tu sais, moi, mon appétit de vivre n'était pas du tout le même avant d'avoir un enfant. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment que ma vie n'avait pas tant de valeur, en fait. Puis quand les gens mouraient, des gens jeunes mouraient autour de moi, je me disais, tu sais, moi, j'ai pas d'attache, ça serait pas grave. C'est complètement absurde. Puis là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est tellement dépendant de moi, j'ai comme une peur de mourir que j'ai jamais eue. Parce que ce serait comme un abandon extrême, tu sais. Mais j'avais jamais fait le parallèle avec ton essai que j'ai beaucoup aimé. Je vais réfléchir à ça. S'il y a un point qui vous unit toutes les trois, c'est vraiment la dénonciation, disons d'une façon ou d'une autre, de la maternité qui est idéalisée. Je pense que ça évolue quand même ces dernières années, là, depuis Caroline Allard et ses chroniques d'une mère indigne. On les montre, les mères dépassées, les mères à bout. Il y a aussi Véronique Grenier, jadis, dans les petits... Puis moi, dans le temps qu'elle avait un blog qui discourait sur le fait de, on essaie surtout, on veut pas nécessairement produire des espèces d'Olympiens, tu sais, d'humains parfaits, mais juste produire de l'humain adéquat, pas trop fucké, là, tu sais. Donc, en faisant de notre mieux, malgré nos fatigues, notre lassitude. Puis, bon, moi, je dois dire, là, je parle d'une position de femme qui a 2 enfants. Puis je me dis, est-ce qu'on serait pas mieux de jouer carte sur table dans la société puis de dire, la maternité, oui, c'est un choix comme un autre. C'est pas facile, vous allez être fatigué. Plus la transparence que l'idéalisation, dans le fond. Est-ce qu'on a peur que les femmes fassent plus d'enfants si on leur dit, tu vas voir, c'est difficile? Mais la notion du choix est intéressante. Lucie et moi, on en a souvent... Lucie et moi, on se connaît très bien. Hein? Lucie et moi, on en a souvent parlé ensemble. Est-ce que c'était un choix? Tu sais, Véronique, est-ce que c'était un choix? D'avoir un enfant? Non. Non, moi, j'étais vraiment une non-mère aussi. Je viens de lire votre essai, c'est tout frais, là. J'étais une non-mère assumée jusqu'à l'âge de 40 ans. Je n'avais jamais, mais jamais reçu l'appel de la maternité. À Sainte-Justine, pendant la longue hospitalisation de mon fils, j'ai appris à dire c'était une belle surprise, mais à la base, je disais c'était un accident. Je n'avais pas ressenti l'appel, mais mon fils, je l'adore maintenant, je regrette absolument pas, sauf que, voilà, à la base, c'était pas un désir chez moi qui était là. Parce que notre discussion, Lucie, je me permets de l'ouvrir, mais c'était aussi ça, c'est que, tu sais, on se disait... La pression dont tu parles dans ton essai, moi, je ne l'ai jamais sentie parce que je suis une éternelle célibataire. Les gens ne mettent pas de pression sur les femmes célibataires pour qu'elles aient des enfants. Au contraire, quand on décide de le faire, on te regarde. Bien, quand tu décides de te faire inséminer, tu as l'air de la pire des égoïstes. Là, moi, j'adoptais, donc évidemment, je suis devenue Mère Teresa du jour au lendemain. Mère Courage, ça y est, voilà, elle se donne. Mais
toi, tu étais en couple depuis toujours, depuis longtemps. La pression vient de là. Donc, Oui. elle vient du couple. Donc, quand tu n'es pas en couple, on te met de la pression pour que tu sois en couple avant de te mettre de la pression pour que tu aies un enfant. Donc, c'est intéressant de voir, mais il y a toujours de la pression. On revient toujours à ça. Bien, j'ai l'impression aussi que dès qu'on devient mère, ou même dès qu'on y pense, c'est la société, les proches, puis c'est pas de l'ordre du conscient même, mais c'est que tout à coup, on est dépossédé de notre identité autre, on devient une mère, et comme on est en train de produire les humains de demain, on nous infantilise. Véronique, il y a un passage, entre autres, par rapport à... Vous êtes hospitalisé, ben, vous avez déjà des problèmes avec votre grossesse, vous saignez, puis il y a un médecin qui vous dit prends 2 Advil, couche-toi, ça va passer. T'sais, alors que vous viviez un réel danger. Donc, on infantilise souvent les mères, puis c'est comme si dès qu'on entre dans la maternité, tout le monde sait mieux que nous-mêmes ce qui est bien pour nous ou notre enfant. Bien, je dois dire aussi que par transparence, quand j'arrivais à l'urgence, et malheureusement, j'y allais très souvent, et j'avais dit que je souffrais d'un trouble anxieux généralisé, donc c'était dans mon dossier de patiente, ce qui fait que dès que le col était fermé et que le saignement n'était pas si abondant, il me renvoyait à la maison sous prétexte que j'étais une personne anxieuse et que j'exagérais sûrement les symptômes. Donc, en quelque sorte, c'est une forme de violence obstétricale aussi là, que j'ai vécue par la discrimination. Oui. Il faudrait que ça change. J'ai l'impression qu'on n'est toujours pas assez mère ou trop mère. On est toujours défini par rapport à la figure maternelle. Mais c'est vrai, moi, toute ma vie, je me suis fait dire, tu n'as pas peur de le regretter. Et là, rendu à l'âge que j'ai 65 ans, c'est un secret, mais là, on me demande, ne le regrettes-tu pas? On ne peut pas se situer en dehors de la figure maternelle. Donc, c'est pour ça, quand vous dites « je ne pensais pas en avoir, j'en ai eu », bien, c'est tout un renversement parce que là, vous changez du côté de clôture, mais c'est pas plus beau de l'autre côté de la clôture nécessairement. Dans le fond, bien, toujours ça, les femmes, on est scrutées largement. Un constat que vous partagez, c'est que la maternité, puis ça, c'est peut-être un de nos derniers tabous. En fait, Lucie, dans votre essai, justement, vous parlez de cette maternité rayonnante, là, flamboyante, comme si les femmes disent toujours mon plus beau projet, c'est mon bébé et tout ça. Mais toutes, dans le fond, Véronique, Catherine, la maternité seule ne suffirait pas à vous combler. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'écrire pour vous sentir entière, d'accomplir des choses. Point d'interrogation. Bien, oui, absolument, absolument. Et c'est d'autant plus vrai que pendant les multiples confinements où j'ai essayé de travailler à la maison avec mon tout petit qui ne pouvait pas aller en garderie, bon, à cause de sa condition de santé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à faire 2 choses en même temps. J'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin d'écrire sans qu'il soit là. Être mère temps plein à la maison et faire que ça, je pense que non, ça ne marcherait pas du tout, là. Il y a vraiment cet écartèlement dont vous parlez. Catherine, c'est quelque chose qui revient aussi chez vous, comme si de dire m'occuper d'une maison, plus d'une carrière, plus d'un enfant, ces 3 sphères-là, à un moment donné, ça devient très, très, très difficile à concilier. Puis la conciliation des 3 sphères, c'est un leurre, là. Oui, mais je pense que ce que je voulais aussi interroger dans mon livre, c'est la relation intragénérationnelle. Parce que je viens d'une autre époque où on avait d'autres réflexions, à tort ou à raison, sur les enfants. Moi, je me rappelle que mes parents répétaient toujours « un enfant, ça s'adapte ». Tu sais. Et donc, mes parents n'ont jamais tenu compte de mes besoins pour prendre des décisions sur leur vie. Ça ne leur serait même pas venu à l'esprit, en fait, de faire des compromis sur leurs projets pour moi, tu sais. Puis ce serait mentir que de dire que j'en ai pas beaucoup souffert, tu sais. Fait que moi, c'est sûr qu'on m'entendra jamais dire ça, d'autant plus que j'ai un enfant qui s'adapte particulièrement pas à grand-chose dans la vie. Moi, ma fille, c'est ma priorité.
moi, j'ai vraiment choisi, j'ai combattu, j'ai rempli beaucoup de formulaires, fait beaucoup d'évaluations psychosociales pour que ce projet arrive. C'est ma priorité. Mais non, c'est pas mon plus beau projet. C'est pas un livre, c'est pas comparable. Un jour, je publierai mon mémoire de maîtrise, je te promets, Lucie, qui porte sur le sujet. Sur quoi Oui, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la métaphore de l'œuvre comme bébé. Donc, non. Pour moi, c'est pas comparable. Sauf qu'en ce moment, je suis à une étape de ma vie où il faut que je conçoive que la maternité que moi, je vis demande beaucoup plus de temps et d'énergie que ce que j'avais pensé, parce que j'ai un enfant qui a des besoins. Et donc, je vais devoir faire des choix qui sont crève-cœur, qui impliquent de mettre de côté des choses qui sont importantes pour moi pour quelques années, parce que reste que c'est ma priorité, parce que c'est un humain en développement. Puis de comprendre que c'est juste pour quelques années, là. C'est pas, je veux dire, un jour, elle va avoir 18 ans, puis il paraît qu'elle dira plus « maman » à chaque phrase, rendue là. Là, je ne veux pas te décourager, mais j'ai bien des amis qui me disent que les enfants, c'est pour la vie. Tu n'en as pas juste pour 18 ans. Oui, mais j'espère qu'à 18 ans, elle ne dira plus « maman » à chaque phrase. J'ai bon espoir. Mais c'est juste pour dire que moi, ce qui m'intéressait aussi dans Noé, c'est de comparer ces époques-là où on a un rapport très différent. Pour moi, c'est évident. Là. En 35 ans, comment notre rapport à l'enfance a changé. Moi, des fois, les gens me disent « elle s'en rappellera plus le jour de ses noces », qu'on me disait aussi beaucoup quand j'étais enfant. Mon Dieu, oui. Mais moi, j'ai un enfant adopté qui se rappelle évidemment rien de ce qui est arrivé avant qu'elle arrive chez nous. Mais je vous jure que son corps puis ses émotions s'en rappellent en cibole, par exemple. Fait que c'est une expression que j'utiliserai jamais. Tu sais, pour moi, elle fait pas de sens, cette expression-là. Mais ça, c'est tout nouveau dans nos vies. On n'avait pas ce rapport-là avant. Tu sais. Fait que dans Noé, je voulais explorer ça aussi, comment notre regard sur le rapport parent-enfant change. Oui, tout à fait. C'est quand même assez récent qu'on fait des enfants par choix. Il me semble que vous revenez là-dessus, Lucie Joubert, dans votre livre, mais fut un temps où, bon, avant la contraception, ben, on faisait tant d'enfants qu'on tombait enceinte, puis on avait besoin d'aide sur la ferme. Et puis là, tranquillement, avec la contraception, on s'est mis à faire des enfants par choix. Et même à ça, c'est ça, dans les années 80, c'était un parentage qui était très minimal. Là. Tant qu'on revenait souper puis qu'on n'était pas mort, tout allait bien. Là. Alors qu'aujourd'hui, on tient compte, on voit les dommages qu'on peut faire chez l'enfant. Donc, les mères, particulièrement, sont souvent les premières représentantes du care à la maison, même si on essaie de changer les choses. Mais on les cherche, les ressources, on les cherche, les psys, on va les chercher, les évaluations, parce qu'on veut bien accompagner notre enfant dans ce qu'il est et non pas juste faire avec ce qui est, puis pas au diable. Mon Dieu, je perds mon expression. Je ne sais plus du tout où je m'en allais avec ça. Mais Vas-y, Véronique. cette espèce de survigilance-là qui vient avec le fait d'être mère, d'encadrer et d'être dans le care, justement, ça nous amène à être confrontés à nos propres failles au niveau de l'enfance, à nos propres limites, à notre côté brouillon comme être humain aussi des fois, où on n'est même pas dans le care envers nous-mêmes. Et là, il faut prendre soin d'un être humain avec tous les carcans et les stéréotypes et les standards actuels. Donc, c'est comme pas évident. Il faut toujours se faire un peu violence soi-même pour bien accompagner. Puis, Parce que c'est sûr, quand on regarde ça de l'extérieur, la maternité, moi, j'appelle ça le parcours de la combattante. Et ce qui me dérange, moi, c'est de voir que le discours social s'oppose à ces réalités-là diverses. Pour présenter, vous parlez de maternité triomphante ou extraordinaire, là, avec le mythe de la maternité parfaite. Et c'est contre ça que j'en ai. Cette espèce de discours-là qui fait en sorte que ça nivelle l'expérience des femmes pour dire tu vas avoir des enfants, c'est pas grave si tu n'en veux pas, tu vas voir quand ça va être les tiens, ça va être le fun. C'est encore comme ça maintenant. très réactionnaire aussi, dans Oui, un sens. absolument, absolument. Alors que la réalité, ce qu'on entend ici, c'est pas du tout aussi rose. Et moi, j'en veux au discours social de niveler toutes ces aspérités-là, de ne pas dire les vraies affaires. Quand je parle de discours social, on s'entend, c'est tout ce qu'on entend qui se dit sur, sauf ce que les femmes vraiment ont à dire sur la question.
Puis quand on la vit, la maternité, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas les mères. Tu sais, les mères comme bloc monolithique, ça n'existe pas. Il y a des mères. Puis plus on se parle entre mères, plus on trouve là du soutien puis des expériences qui font écho à nos difficultés qui sont, dans le fond, beaucoup plus répandues que ce qu'on pourrait croire. Il suffit de dire besoins particuliers ou baby, hein, bébé avec des besoins intenses. Et là, tout à coup, c'est comme « Oh mon Dieu, je ne savais pas que ça existait avant d'en avoir un moi-même. » Et là, tout à coup, il y a des communautés qui se tissent comme ça, des communautés de soutien. Mais souvent, c'est qu'on traverse le pont quand on est rendu à la rivière parce qu'on ne sait même pas que ce pont-là, il existait avant d'avoir des enfants. Les consultantes en lactation, c'est une autre affaire. Tu ne sais pas que ça existe jusqu'à ce que tu es en train de saigner. Puis c'est ça. Catherine, je te passe la Non, parole. mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis j'élargirais, tu sais, en pensant à Lucie. Moi, je porte beaucoup, entre autres, cet essai-là, À l'envers du landau en moi. On a eu beaucoup de discussions ensemble sur ces sujets-là. Par exemple, dans l'organisme où je suis directrice générale, nous, on parle de toutes les conciliations. Donc, ce qui est inscrit dans nos normes, on est un organisme qui favorise toutes les conciliations. Ça veut dire que tu es un artiste, tu travailles chez nous, tu pars en tournée, on fait ce qu'il faut. Tu sais, donc, ça implique qu'il y a d'autres projets nourrissants pour des gens qui ne choisissent pas la parentalité. Et donc, moi, je pense que c'est en se parlant entre nous, mère ou pas, on réalise que tout le monde a, par rapport à cette question de la parentalité, des chemins qui sont tellement différents, des choix qui parfois ne sont pas tant des choix. Tu te rends compte que c'est des hasards qui se sont accumulés. Tu sais, on a un conjoint qui est d'accord avec nous ou pas. Il y a des couples qui... Tu sais, moi, je connais personne qui a le même parcours par rapport à ces questions-là. Puis c'est là que le discours social est tellement fâchant. Moi, je suis rendue là, que je deviens tellement fâchée chaque fois que, quelque part, on définit la maternité par la question de la grossesse. Tu sais. Puis là, je suis comme, mon Dieu, je suis vraiment devenue cette mère adoptive frustrée, qui est comme toujours fâchée quand elle ne se sent pas inclue, tu sais, dans ce qu'on dit. Mais c'est sûr que quand tu dis, tu sais, nous, femmes qui avons porté, nous, mères qui avons porté la vie, ben sorry. Moi, je suis quoi là-dedans? Je suis une mère ou je suis comme, je sais pas, tu sais. Je l'ai pas portée, mais je la care en cibole puis je torche sur un moyen temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, je sais pas. Tu sais, moi, je suis tout seule. Il y a du monde à 2, maintenant, il y a du monde à 3. Chaque fois que je parle à quelqu'un, je me rends compte que l'histoire est une autre histoire et elles n'ont jamais rien à voir avec l'histoire idéale qu'on aime nous présenter dans la pub, admettons. Jamais, tu sais. Je me demandais, Catherine, dans Pavillon, par exemple, vous avez un projet qui s'appelle Mon identité pop, puis vous analysez beaucoup des modèles de femmes dans la fiction qui vous ont forgé en tant qu'individu, en tant que femme. Est-ce que vous vous êtes déjà intéressée à la figure de la mère? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou parce que Lucie, il y a certaines femmes dans la fiction, mères dans la fiction qui sont évoquées, certaines familles aussi. J'ai pas beaucoup étudié ça. Moi, j'ai étudié les vieilles filles, les filles qui baisent pas, finalement, non, pas beaucoup de mères. Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que moi, j'ai travaillé sur la vieille fille aussi, parce que c'est un portrait, un type de femme dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très présent dans la littérature québécoise, un peu moins maintenant, parce le terme même vieille fille, ça ne dit plus rien aux nouvelles générations, ce qui est une excellente chose, là. Mais quand même, c'est vrai. C'est pas, mais les personnages de mère, moi, comment je vous dirais ça sans être insultante? Là, moi, j'en reviens quand même. J'aimerais ça qu'on étende un petit peu, justement, ce registre-là des possibles du féminin, même dans la littérature, dans la fiction. Là. Vous parlez des parents et tout ça, mais il y a un exemple de fiction à laquelle j'ai pensé, puis que, en tout cas, à moins que ça m'ait échappé, mais dans La Galère, par exemple, ça, là, c'était un magnifique portrait de famille complètement...
plus vrai que bien des familles. Donc, on voyait la fatigue, on voyait les difficultés. Bon, on était un peu dans la caricature et tout ça. Sans doute la scène d'accouchement la plus ridicule de l'histoire de la télé Celle-là, je m'en québécoise, rappelle pas, par contre. Mais celle-là n'était pas réaliste. Véronique, tu te serais pas reconnue dans ce moment au milieu d'un salon et il y avait presque des pétales de fleurs qui tombaient. Oh là là, OK, bon, ben donc, il y avait quand même l'idéalisation. Bon, après ça, bon, les fleurs, littéralement, et le pot, parce que c'était pas facile, mais on gagne à les multiplier, ces familles-là qui sont plus vraies à l'écran. Je pense que la fiction est tranquillement en train de changer, non? La publicité aussi, bon, j'ai encore l'orteil en pub, puis toutes ces questions de diversité là, des modèles familiaux, parce qu'on en revient souvent à la fameuse famille nucléaire. Là, il n'y a pas juste la maternité, mais il faut que la maternité, souvent, soit vécue avec un chum, 2 enfants. Mais là, on diversifie de plus en plus. Donc, Il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on est sur des le femmes bon... sans enfants à la télé, est-ce qu'on voit des femmes sans enfants? Oui, mais en général, elles sont assez carriéristes. Là. Exactement ce qu'on reproche aux femmes sans enfants. Là. Des femmes carriéristes qui veulent avoir une bonne job pour pouvoir s'acheter toutes sortes de choses, prendre soin d'elles-mêmes. C'est pas très positif, là. On n'est pas encore rendu là. Dans la société, Lucie Joubert, vous dénoncez d'un côté justement le pro-natalisme là, et le discours qui dit faites des enfants, mais de l'autre côté, vous décriez, puis c'est vrai, là, il y a le filet social, bon, par rapport aux garderies et tout ça, c'est comme si on nous dit faites-en. Et là, on frappe un mur souvent. Donc ça, vous dénoncez ça aussi. Ben oui, si vous voulez des enfants, qu'on ait une société qui s'en occupe, parce que ça, je le dis souvent dans l'essai, c'est un essai assez satirique, mais en même temps, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut, comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Autrement dit, si on veut des enfants, bien, il faut avoir les structures pour les accueillir. Puis au moment où j'avais écrit ça, il y a 10 ans, ça a beaucoup fluctué, mais j'avais relevé le fait qu'on subventionnait comment on appelle ça, les grossesses... les inséminations, c'est pas le tout mot. ce qui est médicalement assisté, là. Oui, c'est ça, la grossesse médicalement assistée, mais on ne subventionnait pas les adoptions. Et moi, je ne comprenais pas parce que je me disais, c'est un 2 poids, 2 mesures, alors que l'adoption, à mon sens à moi, mais moi, je n'ai pas d'enfant, donc ma parole est toujours un petit peu contestable là-dedans, mais moi, je me disais que c'est quand même un autre défi. On a un exemple ici parce que se faire un enfant, c'est une chose, mais aller en adopter un qui a déjà toute une histoire, comme ta fille, c'est autre chose. Alors, je ne comprenais pas du tout la position gouvernementale en matière de subvention. Il y avait quelque chose pour moi là, qui était tout à fait incohérent. Mais ça, c'est des choses que moi, je pouvais dire jusqu'à un certain point parce que, comme je ne suis pas dans la joute, je suis une spectatrice, je pouvais dire des choses à certains moments, pas seulement par rapport à ça, que les mères n'osent pas dire ou qu'on ne dit pas en général. J'ai pris quelques libertés de ce point de vue-là. C'est pour ça que ça s'appelle regard extérieur. Je le sais que je ne suis pas dans cette réalité-là, mais je vois des affaires. Les mères me disent des affaires qu'elles ne diraient pas à d'autres mères. Donc, c'est une posture à la fois fragile, parce qu'on peut me dire, tu ne sais pas de quoi tu parles, mais en même temps privilégiée, parce qu'on reçoit des confidences assez étonnantes. Mais avez-vous l'impression que votre légitimité est comme remise en question parce que vous n'avez pas d'enfant et que vous osez aborder ces questions-là? Non, pas ma légitimité. La question est excellente. C'était pas de ce point de vue-là. C'est que ce qu'on reprochait à ce livre-là et à l'autrice par ricochet, c'est que je prenais une position qui me plaçait en adversaire des femmes. Parce que je parle aussi beaucoup de la relation des femmes au travail. Qu'est-ce que c'est qu'être une non-mère au travail? Bien, ça veut dire faire les chiffres que les mères ne peuvent pas faire, faire le travail de celle qui est partie en congé maternité. Moi, j'étais privilégiée, j'étais professeure d'université, ça ne se passait pas comme ça. Mais si vous saviez le nombre de femmes qui sont venues me dire « Hey, moi, les congés maternité, là, je suis bien contente pour la fille, mais quand elle vient nous montrer son bébé, je n'ai pas le temps de le voir, son bébé, je suis en train de faire sa job. » Là. Ça, c'est pas moi qui le dis, je ne l'ai pas inventé, mais c'est de ce point de vue-là. Ce n'est pas la légitimité, c'est peut-être la légitimité de ma parole plus que de mon statut, peut-être.
Vous parlez à un moment donné de cette fibre maternelle, hein? Donc à partir d'une anecdote, là, il me semble que c'est un délai pour un travail, puis bon, quelqu'un qui dit, ah ben, va demander à elle, tu vas faire vibrer sa fibre maternelle, elle va te le donner, le délai, là, sans problème. Puis là, il y a toute la question de, oui, mais dans le fond, cette fibre maternelle-là, c'est réducteur. On serait mieux de parler d'empathie. Puis l'empathie, c'est un sentiment ou une qualité qui n'a pas de genre, qui n'a pas de sexe. Et oui, on gagnerait à avoir un monde qui est plus empathique. Puis en plus, on pourrait sortir de la binarité aussi. Un homme peut très bien être empathique. Donc, l'empathie, Lucie Joubert, ça revient beaucoup là, dans votre essai. Oui, parce que moi, on me replace toujours dans un rôle maternel ou maternant dont je ne veux pas. Ben, je ne suis pas un air bête. Moi, là, j'ai fait des bons cours. Je pense que j'étais assez bonne professeure, mais c'était pas mes enfants. Moi, on m'a dit, « Oh, mais Lucie, tu n'as pas d'enfants, mais tes élèves, tes étudiants, ce sont tes enfants. » J'en voulais pas. Tu sais, c'est pas du tout ce rapport-là que je voulais avoir, moi. Puis vous venez de parler d'empathie. Je connais des hommes, si on va par là, qui sont plus maternels que moi, je le suis. C'est pas compliqué, ça. C'est une binarité, moi, qui m'a toujours dérangée. Et se faire replacer. Ah, mais OK, toi, tu n'as pas d'enfants, mais tu gâtes les enfants des autres. Bon, OK, toujours redéfini en fonction des enfants. J'aime mieux les adultes, moi. C'est pour ça que j'étais contente d'être à l'université. J'ai plus de choses à leur dire. C'est tout. C'est une question de tempérament puis de personnalité. C'est pas plus grave que ça. Merci. Véronique, j'ai envie qu'on plonge un petit peu dans votre recueil. Bon, alors, recueil qui a été écrit à partir de notes. Là, je vais faire un lien tout de suite avec la maternité. Et dans ces notes-là, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est qu'il y a des synonymes laissés en suspens. Par exemple, je ne sais pas, moi, bon, là, je vais l'improviser, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que ça hein, dans son livre. Mais admettons, elle pourrait dire je biffe, et puis là, ensuite, il va y avoir je rature, je tue, il va y avoir une panoplie de synonymes. Et vous les laissez en suspens comme si vous ne choisissez pas. Puis je trouve que ça rapproche à la fois l'écriture de la maternité, ce procédé-là, parce que en tant que parent, on est tellement appelé à laisser des choses en suspens. Tu sais, souvent, on se lève un matin puis on se dit « Hey, mais moi, j'ai même pas l'espace mental pour trancher. » Bien, les notes dont vous parlez, en fait, c'est dans le projet du livre dans le livre, qui est La jeune fille des négatifs, qui sont des poèmes qui s'écrivent au fil du journal d'hospitalisation. Et les synonymes dans les notes, en fait, c'est pour marquer un peu l'obsession sur l'écriture qui n'advient pas parce que l'attention, elle est totalement dirigée au chevet de l'enfant dans l'incubateur. Donc, mais ça aussi, ce projet-là, La jeune fille des négatifs, c'est un projet fictif, en ce sens où je n'ai pas écrit du tout. Je m'en confesse. Je n'ai pas écrit du tout, dans le fond, à l'hôpital, sauf des notes très rapides, médicales. Mais j'ai imaginé un projet fictif dans cette espèce de décorum-là du pire qui était l'hôpital. Et les notes sont venues cet été, dans le fond, quand je travaillais sur le livre, pour marquer l'obsession sur l'écriture dans un contexte totalement inusité par rapport à l'écriture. Ouais. C'est vraiment intéressant comment la fabrication du livre puis l'ordre dans lequel vous avez instillé ces différents ingrédients-là, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on reçoit. On adhère pleinement à ce projet-là. Tant mieux. Puis l'écartèlement, justement, entre l'écriture et la maternité, on le sent très, très bien là. Puis c'est quelque chose qui dure toute une vie. Là, moi, je lisais Véronique au parc et j'arrêtais pas d'être interrompue par mon enfant qui me faisait sortir du livre pour me ramener à la vraie vie, pour combler des besoins, des collations. Et puis, il y a toujours ça dans votre vie de mère, Catherine. Non, mais c'est ça. Mais c'est comment, mon Dieu, avoir
tout notre espace et la liberté, parce que l'enfant, tu sais, puis on a beau les aimer, mais c'est une... Comment dire? Et là, Ça accapare ne me tout. crucifiez pas, mais c'est une entrave à la liberté d'action. J'ai plein de questions dans ma question, qui n'en est pas tout à fait une en même temps, mais... C'est sûr, mais en même temps, c'est autre chose, tu sais. Je l'explique mieux dans un texte qui est paru dans la revue Argument, mais moi, je voulais un enfant parce que je voulais accompagner un humain dans son développement. C'était ça ma raison. C'est pour ça que l'adoption n'était pas pour moi une perte. Je ressentais aucun besoin de reproduire mes gènes, que je ne trouve pas si gagnants à plusieurs égards. Donc, tu sais, je ne savais pas comme de... C'est ça. Fait que, tu sais, cet aspect-là, là, je suis choyée. Là. Chaque jour de ma vie est comme un feu d'artifice d'un enfant en développement. C'est extraordinaire. Donc, cette nourriture-là, elle existe aussi, puis en tout cas, dans mon cas, elle nourrit aussi la création. Après, c'est sûr que mon rapport au temps n'est pas le même qu'il l'était quand j'avais pas d'enfant. Ça, c'est sûr. Bon, moi, j'ai toujours écrit en fragments. C'est pas maintenant que je vais arrêter, admettons, là, tu sais, parce que tes temps disponibles sont des temps courts, c'est des temps... Donc, il faut s'adapter à ça. Mais moi, en tout cas, ça ne m'empêche pas d'écrire. Parce qu'il y a une autre nourriture. Il y a des gens qui vivent ça différemment, puis c'est correct aussi. Moi, tout le monde me dit « Ah, t'es tout seul, comment tu fais pour faire tout ça? » Mais je suis tout seul, mais j'ai pas de couple à faire survivre. Moi, quand mon enfant, il dort, le temps qu'il reste, il m'appartient. Surtout que j'ai un peu abandonné l'idée de faire le ménage. Donc, je vis dans une soie à cochon, mais j'écris. C'est tellement bien dit que tu n'as pas de couple à faire survivre. Ben non, mais je pense que c'est important incroyable. de le dire, parce que c'est vrai que des fois, il me manquerait une paire de bras. T'sais, sauf que reste que moi, j'ai pas cet investissement-là à donner. Fait qu'à 7h30, quand elle s'endort au bout de sa peine, là, moi, ma soirée, elle m'appartient. J'en fais ce que je veux. T'sais. Fait que si je décide d'aller écouter la nouvelle série Star Wars ou d'écrire, c'est mon choix. Et si je me sens coupable le lendemain matin, c'est mon problème. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est là, je reviens à ce que tu disais tantôt, mais c'est là qu'on a tous. Puis tu sais, oui, c'est sûr que je peux envier la liberté que Lucie a pour mettre sur ses projets, surtout que maintenant, elle est retraitée, donc, tu sais, elle a que ça de la liberté. Mais je suis sûre qu'elle en a des entraves qui sont les siennes, qui lui appartiennent, qui sont celles de sa vie. Tout le monde en a, tu sais. Elles ont juste des formes différentes. Après, c'est sûr qu'un entrave qui a faim puis qui pourrait comme mourir de déshydratation si tu lui donnes pas à boire, ça te... C'est plus urgent. Ben, tu sais, ça t'oblige à... je veux pas dire le contraire. Je pense que c'est juste souvent important qu'on se rappelle que toute notre liberté n'est pas morte parce qu'on est parents, puis les non-parents n'ont pas toute la liberté du monde non plus. Véronique, de votre côté, comment ça se passe? Ben moi, très sincèrement, le côté liberticide de la maternité, je le trouve très, très présent et difficile. Je suis d'accord avec Catherine que chaque mère vit ça différemment. Moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est ça, comme je le disais tantôt, je n'avais pas ressenti du tout l'envie d'être mère. Je menais une vie un peu bohème, travailleuse autonome, pigiste, tout ça. Puis du jour au lendemain, un être humain était sous ma charge, puis avec l'expérience particulière de l'enfant. Donc, moi, l'aspect liberticide, je le trouve très présent dans ma vie. Ouais. Revenons à votre livre. Je l'ai évoqué un petit peu au début de la rencontre. Il y a on s'attend à une chronologie, puis à un moment donné, on se rend compte que l'ordre n'est pas tout à fait chronologique. Et puis, ça m'a étonnée, puis j'ai adhéré. Puis, à un moment donné, on arrive un 6 décembre 2017, donc qui est l'année de l'hospitalisation à l'hôpital. Et puis, tranquillement, ce 6 décembre-là nous amène à d'autres 6 décembre jusqu'au 6 décembre 1989, le jour, bien sûr, tragique de Polytechnique, où vous êtes avec une amie, en train d'écrire un suspense. Là. Puis vous cherchez la chute surprenante, la chute à 3000 piastres que personne ne va avoir vu venir parce que c'est comme ça qu'on finit une bonne nouvelle. Et puis, tout à coup, la télé marque l'épine et c'est ça, dans le fond, qui va avoir... Vous n'aurez jamais
mis le point final à votre histoire. C'est comme si la violence d'un homme contre des femmes, contre le corps des femmes, contre des femmes dans des métiers non traditionnels, allait mettre le point final à votre histoire, à votre place. Et à partir de là, se déroule un fil rouge sur la violence faite aux femmes, au corps, mais aussi à la parole des femmes. Comment ça s'est passé, tout ça? Moi, en tout cas, ça m'a complètement scié. C'est très fort, c'est très touchant. Développé, que dire? Ben, tu développes très bien. Écoute, pour faire une métaphore avec la parole qui peut se tramer sur le divan du psychanalyste, il y avait quelque chose de cet ordre-là dans l'écriture de ce livre-là, c'est-à-dire que ça m'a amené à des endroits très inusités, aussi bien au niveau de la forme que du contenu. Je me suis laissée porter par le fil de l'écriture. Ça m'a amené à Marc Lépine, ça m'a amené à la violence conjugale. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. C'est vraiment une parole qui s'est déployée de façon inattendue pour moi aussi. Vraiment, ça a révélé des choses, voilà, en latence. En tout cas, c'est une réussite, que dire. Si je reviens à vous, Lucie, la question de l'imperfection, OK? Souvent, vous dites que les personnalités, par exemple, montrent leurs enfants, ou on a l'impression que les personnalités publiques montrent leurs enfants pour s'humaniser. Puis là, je me questionnais, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment pour s'humaniser? C'est pour montrer qu'il y a ça en plus dans leur vie, puis que ça nous remplit tout en compliquant les choses. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on va invoquer ces enfants pour se donner le caractère humain. Par exemple, les journalistes parlent de plus en plus de leurs enfants dans leurs écrits. Ça donne une touche un petit peu plus humaine. Donc, le regard, il n'est plus tout à fait le regard froid du journaliste, mais du père ou de la mère, etc. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que comme on pense toujours qu'une femme, surtout une femme, n'est pas complète sans enfant, alors même si c'est une femme qui a une réussite extraordinaire, elle va aussi invoquer ses enfants. Par exemple, Céline Dion elle-même a dit « Quand j'ai eu mon enfant, je me suis rendu compte que rien d'autre ne comptait plus. » Alors moi, je me pose la question, si Céline Dion ne se sentait pas complète sans enfant, ça veut dire que moi-même, je suis mal barrée, là. Voyez-vous, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a beau avoir la carrière qu'on veut, on a beau avoir inventé, je ne sais pas, moi, un remède pour la COVID ou je ne sais pas quoi, si on n'a pas d'enfant, on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait. Et c'est exactement ça que je voulais dire. Donc, on va invoquer ces enfants pour montrer que, oui, voyez-vous, j'ai respecté le contrat social qui est, il faut avoir des enfants. Sinon, là, on a des croûtes à manger ou on n'est pas au même diapason que les autres personnes. Ça revient toujours à ça, dans le fond. C'est cette espèce d'idée qu'une femme sans enfant n'est pas complète. Et je pense que c'est encore vrai maintenant, même si ça bouge, on le sait, on le voit, on le dit. Il y a encore un petit peu de ça ici. Elle ne sait pas ce qu'elle manque, puis elle serait beaucoup plus heureuse si elle avait des enfants. Ça, c'est le discours social toujours, parce qu'on voit ici, vous avez employé le mot liberticide. Moi, je n'aurais jamais employé ce mot-là, osé employer ce mot-là. C'est peut-être un peu fort, mais... Non, mais c'est fort, mais ça dit ce que ça a à dire. Donc, et ça montre qu'il y a un énorme fossé entre l'image qu'on veut conserver de la maternité, parce qu'on veut que les femmes continuent à faire des enfants, malgré tout. Alors, il y a cet énorme fossé-là entre le discours et la réalité. Et c'est bien de pouvoir dire des choses. Oh, excuse-moi, je rajoute une petite chose. C'est bien de pouvoir le nommer, le dire, le mot liberticide. Oui. Puis ça n'enlève pas l'immense amour qu'on porte à notre enfant, que ce soit notre priorité aussi, comme Catherine en parlait tantôt pour sa fille. Mon fils reste ma priorité, mais c'est important de le dire pour moi, dans ma personnalité. Je trouve ça liberticide, et voilà, c'est comme ça.
Mais je pense aussi, on l'a évoqué tantôt, salut Pierre Courville qui est dans la salle, qui a signé un magnifique roman autobiographique, Les Petits Géants, qui, moi, m'a beaucoup frappée, qui a vécu une histoire un peu similaire à celle de Véronique. C'est parce que c'est aussi, là où la liberté nous est enlevée aussi, c'est que aussi, en tant que mère, on le disait tantôt, on ne s'appartient plus complètement. Puis, ben, c'est en tant que parent, mais je pense que c'est encore plus vrai pour les femmes. On appartient aussi à des institutions. Donc, dans votre cas, c'est les institutions médicales. Lorsque tu as un enfant qui est malade ou, dans ce cas-ci, des enfants grandement prématurés, le système médical te prend en otage. Puis c'est comme si toi, comme parent, ta capacité d'agir... Bon, moi, c'est la DPJ qui est dans ma vie parce que j'ai adopté une enfant par les biais de la DPJ et qui me tient comme ça en otage et rend ma vie parentale extrêmement administrative. Mais je trouve qu'à d'autres égards, c'est vrai de l'école aussi, c'est vrai des CPE. Notre vie de parents est aussi une vie fortement confrontée à des systèmes qui sont tous là pour le bien de nos enfants, mais qui nous enlèvent un paquet de capacités, de liberté. Et moi, je trouve ça extrêmement confrontant et extrêmement épuisant, ces machines-là. Là. Puis là, je ne parle pas des groupes communautaires où on les inscrit, mais tout ça vient avec des mots de passe, des obligations, des dates limites. C'est ça qui rend... Moi, ça me rend dingue, sérieux. Je trouve ça... c'est ça. Puis ça n'a rien à voir avec la façon dont on aime nos enfants puis tout le bien qu'on leur veut. C'est juste que c'est ça, la parentalité arrive avec des machines, là. J'ai l'impression d'être pris dans une machine qui tourne autour de moi puis qui reste effectivement peu d'espace pour moi comme personne. Des machines aussi qui sont formatées pour, on parlait de la maternité idéalisée, mais qui sont formatées pour un enfant, un type d'enfant aussi un peu idéalisé et qui n'existe pas que sur papier, mais quand même. Puis ça aussi, c'est très confrontant. Les cases sociales sont rigides et on met tout dans des cases, on a des cotes et on a des... Comme si la norme était tellement étroite que c'est très facile d'en déborder. Puis après ça, on se questionne comme parents sur est-ce qu'on est adéquat en tant que parent? C'est quoi notre responsabilité dans... Je pense que comme écrivain, Véronique, tu as dû penser à ça aussi. Ben oui, tu en parles même, mais parce que j'étais pour répondre à ce que tu dis. Oui, il y aura un autre livre là-dessus. Moi, c'est sûr que là, j'ai un enfant qui pleure parce qu'elle se fait mettre dehors des cours parascolaires, parce qu'elle ne peut pas aller aux sorties d'école. Parce que c'est très dur à vivre, c'est très dur d'accompagner ça. Puis là, je me dis, ah oui, un jour, je vais écrire là-dessus. Mais est-ce qu'un jour, je vais écrire là-dessus? C'est la vie de mon enfant. Est-ce qu'un jour, je vais écrire un livre où j'explique que quand elle avait 6 ans, elle ne pouvait pas sortir avec l'école parce qu'elle n'était pas tenable? Puis, je trouve que comme parent, quand tu écris de l'autobiographie, ça te pose des questions sur ces d'eux dont on parle. Donc, comment on fait pour parler d'eux en partant de notre point de vue, mais sans leur transmettre un fardeau qui va être dans l'espace public, puis que eux, comme enfants de Catherine Voyer-Léger, « Ah oui, j'ai lu les livres que ta mère elle a écrits sur toi il y a 20 ans. » Tu sais, quand ils vont postuler pour une job, là. Super. Fait que je trouve que ça soulève comme écrivain aussi des questions à notre liberté, en fait. Ben oui, parce que la non-pudeur, c'est quelque chose qui vous caractérise. Puis moi, j'admire énormément ça. Catherine est d'une lucidité. Ses réflexions sont tout le temps tellement justes que ça fait mal. Et tu oses te regarder dans un miroir qui est absolument sans fard, qui n'embellit rien, qui est très, très, très honnête. Et puis, ça nous fait tout évoluer. Mais oui, quand il est question de notre enfant, c'est... une excellente question qu'il faut se poser. Puis je me rends compte que, bon, j'écris moins que vous, mais j'évoque à peu près jamais mes enfants. Puis je vais me poser la question du pourquoi. Véronique? Oui, il y a des questions éthiques très importantes qui se posent par rapport à ça. Dans mon cas, pour ce qui était de raconter l'expérience de sa naissance et tout le trouble psychique que ça m'a occasionné et les circonstances de sa venue au monde, j'ai fait le choix de tout dire. J'ai même dit que j'avais annulé le jour de son avortement prévu. Tout ça est dans mon livre. Est-ce que j'écrirai un livre plus tard racontant sa vie de petit garçon? Tout ça, peut-être pas. Mais pour ce qui était de la grossesse et la naissance, j'ai décidé de tout dire.
Puis en même temps, c'est un legs, c'est un héritage de mémoire que je trouve important aussi. Bon, compte tenu que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont l'Alzheimer, c'était l'idée de lui donner une partie de ma mémoire. Voilà, j'espère juste qu'il ne sera pas trop traumatisé. Il nous reste 5 minutes. J'ai envie d'ouvrir sur, bon, là, 2022, hein, c'est pas encore 2023, il faut que je me le rappelle. Crise climatique, la planète ne va pas bien, surpopulation. On voit quand même de plus en plus émerger un discours sur le fait que d'avoir des enfants, ce n'est pas un choix qui est responsable à l'heure actuelle. De l'autre côté, il y a encore toute cette idéalisation-là de l'expérience parentale, de la maternité, avec des vedettes, oui, épanouies, avec leur grossesse, sur le dernière heure. Puis on voit ça à l'épicerie et tout ça. Est-ce qu'on pense que d'ici, je ne sais pas, moi, court, moyen terme, est-ce qu'il ne va pas y avoir une inversion du discours et où on va devoir justifier le fait de vouloir un enfant plutôt que de ne pas en vouloir, ou si ça va juste jamais arriver puis qu'on va tous mourir? Non, c'est pas vrai. Pas demain, à mon avis, parce qu'on a encore, au contraire, là, moi, je vois encore beaucoup une grande admiration, que j'ai moi-même d'ailleurs, dans le sens que, waouh, comment vous faites pour les familles nombreuses. Tu sais, on voit l'intérêt que les. Comment s'appelle cette émission là, où ils sont combien? 13, 14, je ne sais plus. Là. Oui, bien, vous en parliez là, de l'Octomum, là, justement. Puis il y en a. Ah, les Proux. Les Proux. C'est ça. Donc, c'est ça. Moi, ça me fascine, les familles très nombreuses. Moi, je ne vois pas ça venir de près. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre qu'il y a des choix, il y a des non-choix, mais que chaque parcours a sa raison d'être. Dans le texte, dans l'argument dont je vous parlais, j'explique que j'ai longtemps été en psychanalyse avec une psychanalyste qui me disait toujours que je voulais des enfants pour les mauvaises raisons. C'est un drôle de commentaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants sans jamais trop savoir pour quelles raisons ils ont des enfants, en fait. T'sais. Fait que c'est ça. C'est quoi la bonne raison de vouloir un enfant? La mauvaise raison, c'est ça. C'est plus ma psychanalyste. Mais c'est sûr qu'il y a maintenant une tendance, il y a des jeunes qui vont dire « Moi, je n'ai pas d'enfant pour des raisons climatiques ou pour des raisons de futur », mais je ne pense pas que la tendance va se renverser si facilement que ça, parce que le fameux discours social que j'évoque tout le temps, il est encore là et il est très épais. Là. On ne peut pas passer facilement à côté de ça. Par contre, moi, je me dis, si ça peut donner aux couples ou aux personnes seules qui penseraient avoir des enfants, ça se fait maintenant, la latitude pour prendre vraiment une décision qui va vraiment correspondre à ce que ces personnes-là veulent, bien, c'est tant mieux. Mais je ne suis pas très optimiste là-dessus, moi, dans le sens où je pense qu'encore les pressions vont être très, très fortes pour très longtemps parce qu'il faut assurer la survie d'une société. Et comment on le fait? Bien, c'est ça. La preuve, c'est qu'on s'inquiète de notre poids démographique. Tu sais, je veux dire, oui, tout ce que tu dis, mais en même temps, on est inquiet du poids démographique du Québec dans un avenir à moyen terme. Bon. Hein, on ne va pas ouvrir la porte sur la lourde et très complexe question de l'immigration, mais pour le gouvernement, ça n'a pas l'air d'être une solution qu'ils veulent tant que s'envisager. On nous dit encore de faire des bébés, en tout cas avec le gouvernement actuel, pour que le français survive. Bref, tant de questions qu'on n'a pas... on n'a pas fini d'en faire le tour. Mais je pense que la pluralité, au moins, des modèles, puis le fait aussi que les femmes se parlent, je trouve qu'il y a une belle sororité de plus en plus à tous les moments de la vie. Puis autant, c'est ça, entre femmes avec enfants, femmes avec plusieurs enfants, femmes avec un enfant, femme à besoins particuliers, plus on se parle, puis avec les pères aussi, qu'on inclut dans le discours, qui eux aussi sont en train de re-questionner leur place. On est quand même en chamboulement. Il y a encore des rôles qui sont bien campés, mais il me semble qu'il y a une volonté quand même de changement de plus en plus. Puis espérons que ça va déboucher sur... la validité, dans le fond, pour que tout le monde se sente valide dans ses choix de mère, de non-mère. Puis peut-être qu'un jour, on aura un meilleur mot que non-mère. Bon, il y a nulle part, mais
Qu'est-ce Le qu'on nullipare, j'aime ça. Ouais, moi. ça va, Ouais, OK. oui. Je sais pas quoi penser du terme, mais c'est parce qu'on ne l'emploie pas encore assez, je Non, pense. mais moi, je dis toujours que les nullipares ne s'en vont pas nulle part. C'est Les ça. nullipares, Il y a eu ça un beau va- recueil, C'est d'ailleurs. trompeur parce que moi, je suis nullipare. Tu sais, nullipare, c'est un terme. ça aussi. C'est un terme médical, en fait. Ouais. Donc, Donc, on peut être mère sans jamais avoir accouché, en tout cas. Merci beaucoup, tout le monde. Je vais vous remontrer les livres. Donc, Catherine Voyer-Léger, Noué, c'est Oui. chez Québec Amérique. je m'en vais signer maintenant. Je suis complètement à l'autre bout du L, là-bas, là, tout au fond. Il faut venir me chercher. C'est là-bas. tranquille. Il est très agréable, ce petit L, d'ailleurs. Il est loin, mais ça fait du bien. Véronique Cyr, La jeune fille des négatifs, chez Les Herbes Rouges, Récit. Et L'envers du landau de Lucie Joubert, chez Alias. Merci beaucoup pour cette belle Josiane. discussion. Merci Merci. pour votre Merci à vous. attention. Bonne fin de journée.